bienvenue sur le plateau de Première, où on reçoit aujourd'hui une partie de l'équipe de Médéa Session, une projection professionnelle dédiée aux courts-métrages, documentaires, autoproduits et réalisés par des femmes, très important. Avec nous, sa créatrice, Anna Rosselin, bonjour. Bonjour. Et trois des mentors de cette première édition, Sarah Marx, bonjour. Bonjour. Ramatou Keïta, bonjour. Et Claire Leproust, bonjour. Bonjour. Anna, est-ce que tu peux nous expliquer comment est né le projet et à quoi il répond, à quel besoin il répond, pardon. Oui, alors moi j'ai créé Médéa Session l'année dernière sur une envie assez simple, c'est-à-dire que moi j'ai autoproduit mes 3 premiers films documentaires et j'ai eu une petite frustration en fait de voir, enfin même une très grande frustration, de voir ces films en fait dormir sur mon Vimeo et je me suis dit mais c'est dommage en fait après autant d'années de travail. Que moi j'arrive pas à les distribuer parce qu'en fait c'est un travail de distribuer ces films-là et à force en fait de les inscrire dans des festivals moi-même etc. Je voyais bien qu'il y avait quand même une limite à cette distribution, c'est-à-dire que par rapport au fait en fait qu'ils soient autoproduits, je trouvais que ça limitait un peu son expansion, enfin leur expansion et au début, je me suis dit, bon, je vais organiser une projection, mais je n'avais pas envie d'organiser une projection de mes films toute seule. Voilà. Et j'ai essayé de chercher en fait, un thème autour de cette projection en me disant, bon, je vais questionner en fait, des gens autour de moi, des femmes autour de moi, voir si on est plusieurs dans ce cas-là. Et c'est parti d'une story sur Instagram où j'ai fait une sorte d'appel à projet. Et j'ai reçu des dizaines de messages. Et c'est comme ça qu'est née Médéa Session. Donc après, j'ai réuni Yola Degan, Jessica Melcher, Camille Spiller et Anne Colin. Et c'est comme ça qu'on a un peu imaginé cette première édition ensemble. L'idée, c'était pas de créer un festival, ni en fait, mettre en compétition les films. On voulait vraiment trouver une solution concrète en fait, pour ces films autoproduits, c'est-à-dire les réunir, faire un gros travail de curation à travers le monde et réunir des professionnels qui pourraient, à leur échelle, faire un peu bouger les lignes dans le parcours de ces réalisatrices. Ok, super. Ramatou, vous avez réalisé plusieurs documentaires, dont plusieurs courts-métrages documentaires. C'est quoi la plus grande difficulté que vous avez rencontrée? L'accès au budget, aux chaînes, aux espaces de diffusion? Toutes les difficultés. D'accord. Aussi bien pour les budgets, parce que la plupart de mes films sont autoproduits. Et l'accès à la diffusion aussi. Par exemple, mon premier long métrage, qui était un documentaire, a été d'ailleurs le premier documentaire africain à être en sélection officielle au Festival de Cannes. Mais j'ai mis plus de 5 ans à trouver un distributeur malgré ça. Donc, en fait, dans le documentaire, on se retrouve comme dans un ghetto. Et personne n'a envie de rester dans un ghetto. Donc, il faut en sortir et trouver des solutions. Et c'est en ça où le projet de Anna est comment dire, est indispensable même. Hein. Donc, oui, le documentaire, on a beaucoup de mal. Et aussi bien, je pense que les chaînes de télévision, il faut voir le pourcentage de documentaires qu'ils prennent. Et pour les courts-métrages en plus, surtout les courts-métrages. Et moi, je me souviens que nous, quand on était petits, les courts-métrages, on pouvait les voir en salle. Aujourd'hui, il n'y a plus de courts-métrages en salle. Donc, il faudrait voir aussi avec peut-être le ministère de la Culture, le CNC, pour voir dans quelle mesure avoir des courts-métrages, ne serait-ce qu'en première séance de projection de films. À un moment, il y en a eu au Balzac, un ou deux cinémas à réaction en ont fait, ça a duré un moment et puis ça s'est arrêté. Voilà, je ne sais pas si je réponds à votre question. C'est très bien. Et Claire, du coup, vous avez créé Fab Lab Channel, donc c'est une agence de production de reportages et de documentaires. Est-ce que vous travaillez justement sur la mise en circulation et la visibilité des films? Une fois qu'un film existe, concrètement, comment on l'aide à rencontrer les bons interlocuteurs, pardon? Non, justement, en fait, quand on est producteur, on intervient souvent en amont de l'histoire. C'est-à-dire que Ramatou vient me voir, ou Sarah, voilà, j'ai une histoire, j'aimerais faire ce documentaire, le raconter. Je dis OK, bon.
Et là, est-ce qu'on y croit, on n'y croit pas? Si on y croit, on se dit bon, comment on peut l'aider à le développer, à l'écrire, déjà, une première écriture. Et puis assez vite, on se dit bon, quelle chaîne, quel diffuseur pourrait être intéressé? Je parle d'audiovisuel, là, le cinéma a d'autres... la filière court-métrage cinéma est un peu différente, en tout cas en France. Et à partir du moment où on commence à amorcer une relation avec un diffuseur qui peut signer une convention de développement, donc là on repart en écriture pour que le producteur soit peut-être un peu plus serein, mais que le producteur, en tout cas le diffuseur, pardon, soit vraiment convaincu de l'utilité de ce documentaire. Et puis une fois que tout ça est OK, on signe tous les contrats qui vont bien pour aller compléter les financements en sus du diffuseur. Donc au CNC, on peut aller à la région, on peut chercher des coproducteurs selon la taille du documentaire. Le produire au sens de le faire réaliser, post-produire, et puis ensuite il est diffusé en général en primo-diffusion par le diffuseur qui est le premier à avoir mis de l'argent, voire plusieurs diffuseurs si on a eu des coproductions à l'international. Donc ça c'est un peu le circuit normal. Donc ces histoires en fait qui arrivent spontanément et qui sont déjà autoproduites, en tant que producteur, on dit en fait, c'est super, mais moi, je ne peux plus intervenir, en fait. Je peux plus intervenir. Et c'est là que moi, ça m'a intéressé, parce qu'il faut parler d'un manifeste, en fait. C'est un mouvement, c'est un manifeste. C'est qu'aujourd'hui, tous ces documentaires-là doivent être vus, doivent être accompagnés, mais accompagnés peut-être un peu en amont, mais surtout en aval, et aussi se préoccuper du fait que ça ne peut pas être un seul modèle en termes financiers. Parce que le geste artistique est fort, l'envie de faire documentaire est forte, et que ça, c'est génial, et que ça, c'est une nouvelle vague aujourd'hui, parce que c'est vrai pour les femmes, c'est vrai globalement pour tous ceux qui sont jeunes et dont le langage est beaucoup moins l'écrit, lire, voilà, c'est chanter encore et parler et slammer, mais c'est aussi le langage est audiovisuel. Donc à partir du moment où le langage est audiovisuel, le mode d'expression devient audiovisuel. S'il est audiovisuel et qu'il y a des tripes, un cœur, des histoires, et puis des choses à raconter avec ce que j'appelle ce geste artistique, comme la peinture, comme une envie de peindre quelque chose, et que ça prenne une semaine, 3 mois, 4 ans, peu importe ce que l'auteur a décidé, ça, il faut absolument le montrer, quoi. Il faut absolument le montrer. Ça raconte la société d'aujourd'hui, ça raconte le réel d'aujourd'hui. Voilà. Donc le producteur, il voudrait se dire, si j'arrivais à aider à ma façon, non pas forcément financièrement en amont, mais après, dans soit la relation avec ces réalisatrices, soit en amenant en fait des réseaux de façon à ce que certains distributeurs, je parle de plateformes, voilà, les plateformes de vidéo à la demande, quoi. Puisque aujourd'hui, avant, avec les chaînes, si vous loupiez le court-métrage qui était diffusé à 2h du matin, ce qui était quand même assez probable, vous ne le voyez pas. Aujourd'hui, tout peut être mis en ligne. Donc si tout peut être mis en ligne, tout d'un coup, il y a une exposition de dingue, quoi. Voilà. Et pardon, oui, bien sûr. Je me permets en plus, ces films-là, quand ils sont faits, moi, j'ai pas du tout un discours anti-producteur. Au contraire, j'adore travailler avec des productrices et des producteurs. Et mais je pense qu'effectivement, le fait de faire ces films, ça crée des passerelles aussi avec les producteurs. C'est-à-dire que dans la salle de cette projection qui a eu lieu jeudi dernier, il y avait une majorité quand même de productrices et de producteurs, bien plus que de diffuseurs d'ailleurs. Et ça a créé des opportunités pour ces réalisatrices. Donc, c'est pour ça que... Okay. Voilà. Et Sarah, toi aussi, tu es réalisatrice et tu es mentor. Et donc, comment on fait pour accompagner un film autoproduit sans le normaliser ou sans lui enlever sa liberté ou son geste de cinéma? Je pense que c'est quelque chose... Il y a un truc d'énergie. En fait, au départ, donc moi, effectivement, j'ai commencé par, pareil, autoproduire mon premier documentaire. J'ai eu exactement les mêmes problématiques que racontait Anna, c'est-à-dire que j'autoproduis mon premier doc, mon premier court-métrage de fiction, et puis, d'un coup, on est là, super, mais qui va le voir? Et donc, ça m'a poussée à me dire, tiens, faut aller chercher des financements. Et puis, qui va avoir envie de me produire? Faut que moi, j'aille chercher les premiers financements.
sans perdre jamais l'énergie. Pour répondre à ta question, en fait, pour moi, un film répond aussi à une pulsion filmique. Il y a différentes typologies de projets. Il y a des projets qui se font dans l'urgence parce qu'il est urgent de raconter cette histoire maintenant et que d'un coup, ça peut pas s'inscrire dans un chemin de financement classique. C'est-à-dire, il n'y a pas le temps d'aller chercher une convention de développement parce que ça prend du temps. Il n'y a pas le temps de répondre à toutes ces règles. Moi, par exemple, j'ai réussi à un moment donné à faire j'avais fait un film autoproduit qui n'est jamais sorti, mais qui a été comme un espèce de carnet de notes qui me permettait de montrer ce que j'avais fait. 10 ans plus tard, j'ai fait un doc sur à peu près le même sujet. J'ai réussi à convaincre à travers ce documentaire précédent que j'avais fait qui finalement n'avait pas existé. Voilà ce que je vais aller chercher et j'avais pas le temps de développer parce qu'il fallait que je commence à tourner dans 3 semaines en fait. Oui. Et une chaîne m'a suivie et voilà. Donc après, un producteur, il doit accompagner de la meilleure des manières selon le projet. Il y a 1 milliard de manières de produire, comme il y a 1 milliard de manières de réaliser, comme il y a... voilà, moi je pense qu'on fait un métier où il faut, même s'il est difficile à plein d'égards, il y a quelque chose quand on accompagne un film, c'est l'enthousiasme. Et je pense que c'est hyper important pour les producteurs de jamais casser l'énergie en fait d'un réalisateur. Et aujourd'hui, on est aussi dans une ère où on peut filmer avec plein de choses. On a tous des téléphones portables qui sont aussi des caméras. Moi, j'ai toujours été sensible à la transmission. Enfin, donc c'est vrai que le projet m'a tout de suite parlé, le projet d'Anna, parce que je pense que c'est la chose la plus importante, c'est-à-dire qu'on crée une expérience et ensuite on la transmet. Puis je pense qu'il y a des ponts. Et puis moi, j'aime aussi bien toujours travailler avec des plus jeunes parce que j'apprends aussi d'eux, parce qu'ils ont aussi de nouvelles manières de faire. Et il y a 5-6 ans, pendant le Covid, j'ai monté un atelier documentaire avec Younes Jabran dans une ville à Saint-Ouen, avec des jeunes qui avaient envie de faire des films et ne savaient pas trop. Ils avaient 15-16 ans, ils ont aujourd'hui 22-23 ans. Et ils font tous des films et on a fait cet atelier avec des portables. Voilà, en disant, vous avez tous une caméra dans la poche, finalement. Et avant tout, c'est le fond, quoi. Ensuite, un producteur, il accompagne sur la forme, sur le fond aussi, sur... Et puis, il y a des films qui méritent d'être autoproduits parce qu'on sait qu'on ne trouvera pas le support de diffusion. Et ce qui est hyper important, où est-ce que ça va être diffusé? Et quand on se pose la question des diffuseurs, ça peut être un peu déprimant des fois. Parce qu'on se dit, personne ne va jamais me prendre ça. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, de réfléchir ensemble à comment mettre nos films en commun, comment les faire exister, est-ce que créer une plateforme indépendante avec une participation qui va de 5 centimes, pour que ce soit ouvert à tout le monde. Est-ce que... c'est possible de le faire, il faut trouver comment le faire, que ce soit quand même un modèle vertueux, parce qu'il y a plein de gens aussi qui autoproduisent, ça leur coûte de l'argent, il ne faut pas oublier quand même. Enfin, il y a plein de jeunes et de moins jeunes, mais qui investissent aussi de l'argent, qui bossent et qui vont remettre leur argent dans leurs films. Donc, en même temps, moi, je n'ai pas l'impression qu'on s'autoproduit par choix. Non, bien sûr. Oui, je crois que c'est parce qu'on n'a pas le choix. Oui, bien sûr. Et comme quand tu dis... quand le film arrive chez le producteur, c'est un peu tard, bien sûr, le film est fini. Et comme s'il fallait peut-être avant, mais en fait, c'est parce qu'on ne trouve pas de producteur. Oui, bien sûr. Qu'on finit par enthousiasme, par désir, par passion, et parce qu'on veut raconter cette histoire-là et pas une autre. Et alors après, c'est vrai qu'on a toute la liberté qu'on veut, une fois qu'on se retrouve seul dans sa chambre, à réaliser et autoproduire son documentaire. Mais parce que la question de la diffusion, c'est ce que tu disais, Claire, c'est-à-dire en fait, dans quel cas ça va rentrer. C'est-à-dire qu'en fait, les documentaires, maintenant, c'est que ça. C'est-à-dire en fait, avant même d'écrire, quand on a une idée, la question première, c'est OK, quelle case, quelle chaîne. Et on n'est pas non plus on n'a pas tripoté comme ça voilà. Donc est-ce que c'est société, est-ce que c'est ça? Et parfois, on n'a pas ces réponses-là, et encore moins au tout début d'un processus artistique. Et je pense, en effet, donc l'idée de la plateforme indépendante, c'est super. Je pense que les réalisatrices aujourd'hui, elles ont besoin d'être vues, certes, mais c'est surtout... En fait, nous, on a construit le modèle de médias sur un peu presque du B2B, comme on dit. Donc, c'est-à-dire, en fait, voilà, vous avez fait ça, c'est super. Nous, on va encourager cette autonomie. Donc, on va vous présenter des gens. C'est-à-dire, si vous êtes une femme et que vous avez créé un film et que vous n'avez pas de réseau, nous, on est là pour vous en donner un. Donc, après, on fait quand même un gros travail de curation parce qu'on ne défend pas des reportages. On est vraiment, justement, on défend plutôt... Un geste de cinéma, comme tu dis. Voilà, c'est-à-dire qu'on défend des films qui rentrent dans aucune case, en fait, et qui sont assez uniques, quoi. Enfin, je pense que... On l'a vu à la projection. Oui. Non, puis tu as un truc
hyper important, c'est que c'est aussi un métier de réseau. Ouais. Et que c'est vrai que c'est essentiel en fait dans ce métier d'avoir du réseau. Et quand on débarque, on se dit d'accord, mais je vais aller voir qui, puis qui va me répondre, et puis et puis on est dans le métier aussi, les gens ont du mal à répondre à leur téléphone. Donc, non, mais il y a tout ça qui peut être aussi hyper repoussoir en fait quand on veut faire un film. Ouais. Moi, ce que je trouve aussi important, c'est que, en fait, on a envie, je pense, de créer la brigade de l'enthousiasme autour de ces films. Parce que tu disais enthousiasme, mais parce qu'en fait, il faut recréer ça. Deux, je pense qu'il y a eu, à cette époque, on essayait de chercher quel terme on pourrait donner. C'est François Giroud qui avait appelé la nouvelle vague, ben voilà. Mais donc aujourd'hui, comment ça s'appellerait? Et en fait, il ne faut pas louper le tir, quoi. Parce que c'est maintenant que ça se passe que un certain nombre de réalisateurs et de réalisatrices ont la capacité, en fait, encore plus rapidement au sens du savoir-faire et des technologies qui sont apportées, et surtout les jeunes, encore une fois, dont le langage est audiovisuel, enfin, j'insiste là-dessus, il faut réfléchir ensemble, comme tu disais aussi, à qui peut avoir un intérêt enthousiaste à se dire, ces productions-là, on a envie de les repérer, on a envie ensuite d'en faire une histoire dans le temps avec ces réalisateurs-là, on a envie de les distribuer, diffuser, on a peut-être envie aussi de rémunérer et d'accompagner, et ça c'est possible. Et si on ne le fait pas nous, là, vu ce qui se passe, c'est pour YouTube, tout seul, ou c'est pour Netflix, Amazon, etc. Chaque pays a un peu ses solutions. En France, c'est très... On est encore dans un pays qui résonne très télé, avec ses cases, 52 minutes, etc. Sinon, si c'est du court, c'est la case cinéma, court-métrage. Tout ça, c'est compliqué, c'est long. On a besoin, évidemment, de producteurs, etc. C'est toute une chaîne de financement, d'organisation qui est en soi louable, mais il y a aussi des pas de côté à faire pour qu'on voit, qu'on entende et qu'on donne une place en fait à ces créations-là. Et si elles sont autoproduites au début, c'est parce qu'il n'y a pas ces bouts de solutions qui sont peut-être un peu moins organisés, un peu moins... Alors, en France, il y a... Je sais pas, le CNC, par exemple, avait ouvert le CNC Talent pour aider des nouveaux cinéastes. Voilà, c'était pas des cinéastes, c'était plutôt les vidéastes qui venaient justement de YouTube, etc. Mais par extension, ça a quand même pu financer des web documentaires, etc. Enfin bon, voilà. Il y a des chemins de traverse, il y a Arte qui a lancé, qui a un département de création numérique qui franchement fait un super taf. Tout le monde rêve de travailler pour Arte en France parce que c'est le canal d'hier et c'est pas encore le TF1 de demain ni le Netflix d'aujourd'hui. Bon, enfin, c'est une place à part et en plus ils ont un positionnement européen. Et si on a envie de vivre quelque part aujourd'hui où on peut être un peu bien et faire des ponts avec tous les autres, c'est l'Europe. Donc voilà. Et ils ont lancé, là ça y est, ils commencent à faire des documentaires et ils ont dit, séance des documentaires, on est autour d'une 30aine de minutes, on n'est plus dans la web série, on n'est plus dans le web doc, on n'est plus dans le court métrage, mais si vous avez envie de faire de raconter des histoires comme ça, venez, nous on est en train de produire là avec 2 jeunes qui n'avaient jamais réalisé de documentaire. Elles sont parties à Kiev en Ukraine, elles ont repéré une bande de jeunes qui a créé un club de techno, et puis elles m'ont appelé parce qu'elles voulaient rester, elles ont laissé le musicien qu'elles suivaient sur le quai du train, puis elles m'ont dit on est resté, on voudrait rester, Claire, est-ce que tu peux me payer l'hôtel, le ménagement? Bon, j'ai fait ça plusieurs fois, donc voilà, bon là c'est le risque, parce qu'elles n'ont jamais rien fait, donc tu te dis, elles tiennent peut-être une bonne histoire. Et puis de fil en aiguille, on s'est dit, là ils ont assez, on a parlé à Arte a dit, oh ok, mais on va faire un pré-développement. Je dis, bon ok, pré-développement, pour moi c'était presque un peu vexant, quoi, de pré-développement, mais en même temps, je comprenais la démarche. Donc Prédèvre, elles ont monté des séquences. Alors elles ont vu, Arte a vu qu'il y avait des personnages qui tenaient la route, que ça serait filmé avec un nouveau ton. Et puis de fil en aiguille, Prédèvre quand même parce qu'il faut écrire, etc. Et puis ensuite production. Et là, ça y est, on est en train de finir de monter. Mais Arte, par exemple. Voilà. Donc, mais avec Arte, pardon, pour terminer, tu vois, c'est la brigade de l'enthousiasme. Parce qu'ils sont hyper... ils accompagnent toujours. Et une fois qu'ils ont choisi et qu'ils sont convaincus de participer à une histoire, franchement, ils sont bienveillants et c'est sympa. Oui, donc voilà, c'est des petits comme ça. Ce que je voulais ajouter, je voulais dire pour Arte quand même dit toujours, nous, on travaille qu'avec les producteurs qu'on connaît.
C'est ça leur réponse à chaque fois qu'on Oui, pose ceux de quelque télé, chose. oui, mais pas sur le numéro. Ah, Oui, mais c'est c'est vrai. ce qu'ils oui. répondent. hein. Ouais, c'est vrai. Alors on dit, mais alors comment vous vous renouvelez Que vous apportez de nouvelles choses. Voilà, ils disent non, mais oui, mais c'est comme ça. Donc, alors effectivement, toi, peut-être, certainement, ils te connaissent, donc ça se joue. déclenche. Oui, non, mais c'est parce que. Mais c'est-à-dire, Ouais. tu sais, quand quelqu'un te dit en face, on travaille qu'avec les gens qu'on connaît, Oui. Oui. tu dis, mais T'es comment bloqué. je fais ce que tu disais, sûr. quoi? Comment je fais, où je vais? où je vais, ouais. Moi, j'ai un produit que je montre, dites-moi si ça vous convient ou pas. Mais non, ils disent, nous, ça ne nous intéresse pas ce que vous faites, ce qu'on fait, avec les gens qu'on connaît. Alors, et la question des femmes, parce que je vois que tu dis beaucoup, et les hommes, et les femmes, enfin tout le monde, c'est vrai. Mais et que c'est tout le monde. Mais en ce moment, j'entends souvent des gens dire, ah, encore les femmes, ah, encore les femmes. Oui, on l'entend. Et On alors, l'entend pas encore mal. les femmes, parce que longtemps, les femmes ont été éjectées et Mais oui, bien ségrégées de ça. Donc, c'est un peu comme le affirmative action. Comme, je veux dire, il faut aussi Les leur mettre en donner... avant et leur donner un espace. Oui, un espace et voilà. Je veux dire, à talent égal, Oui. il faudrait que ce soit la femme qui passe. Parce que les hommes sont passés tout le temps. Bah oui, bien sûr. Voilà, c'est comme quand on essaye de corriger des ségrégations, c'est comme pour les quotas. En France, on ne veut pas entendre parler de quotas. D'ailleurs, c'est pour garder le pouvoir. Et en politique, s'il n'y avait pas le quota qui a été imposé, il n'y aurait jamais eu de femme présidente de l'Assemblée. Et encore, toujours, il y a des partis politiques qui préfèrent payer des pénalités que Plutôt de que faire de- le quota 50-50. Donc, c'est pour ça aussi qu'il y a aussi la question des femmes qui est particulière. De toute façon, il faut une forme de radicalité. Comme Je suis pour bien tout d'accord. changement. Non, mais comme pour tout changement. Et pour le coup, par rapport à ce que tu dis, je suis assez d'accord, parce que ce qui se passe au départ aussi, il y a quelque chose de, comment dirais-je, quand on fait un film autoproduit, les gens vous disent, bah du coup, comme t'as pas eu besoin de moi, Ouais, pourquoi tu et viens c'est vers ce qui moi fait que les films n'existent pas. Il y a aussi quelque chose, quand on rentre pas dans les clous au départ, on Oui. le paye très très cher par la suite. Parce que si t'as pas eu besoin de... Il y a cette espèce de truc qui revient, tu l'as produit toute seule, t'as tout fait tout seul. Bon, va jusqu'au bout de ton chemin, du coup, tout seul. Oui. Sauf qu'en fait, là, il y a quand même un plafond de verre à l'endroit de la diffusion qui est quand même... Enfin voilà, il faut rentrer dans des systèmes après et ça rejoint un peu la fiction aussi, donc il faut mentir sur quand est-ce qu'on a tourné, machin, tout ça. Et ça du coup, puis ça les demande festivals, tellement d'un festivals, accompagnement juridique et donc ouais. ça coûte de l'argent. Exactement. Et en fait, c'est le moment où le réalisateur souvent il s'épuise parce qu'il a déjà dépensé puis, beaucoup c'est pas d'argent faire. et Et il d'énergie. sait qu'il va pas le retrouver forcément et tout ça. Et qui se dit bon voilà. Enfin donc c'est vrai que je trouve que le fait de déjà d'être entre femmes, de partager une expérience commune et de faire cause commune autour du documentaire et de se dire ok, comment on va faire. Je pense que personne a la solution. Je pense qu'il y a plein de solutions. Je pense qu'il y a autant de solutions qu'il y a de films, qu'il y a voilà et en fait ensemble trouver aussi par moment faire du cas par cas. C'est vrai que ça demande du temps. Mais et puis quand un réalisateur autoproduit son documentaire, par définition, il est aussi producteur. Enfin, je veux dire, et donc c'est aussi une place qui doit être respectée et pas juste j'ai autoproduit parce que je l'ai fait avec mes sous. Non, ça demande du courage de produire, de croire en soi. Non, mais je veux dire, c'est quand même une première démarche qui est pas simple et surtout pour des femmes et tout. Enfin voilà, de dire ok, il faut que je fasse ce projet. Je crois en ce projet, j'y crois plus que les autres parce qu'il n'y a que moi qui vais m'accompagner, qui va investir, qui va tout ça. Et ça doit être salué. Quand on autoproduit, on n'est jamais seul. Je veux dire, on n'est pas juste seul, nous, avec une caméra, puis derrière une station de montage. C'est pas ça. On trouve aussi des ressources pour mobiliser des gens autour de nous, pour nous accompagner. Donc déjà, comme dit Sarah, il faut quand même sacrément croire en soi et en son projet pour convaincre des gens, parce que si on n'y croit pas, c'est mort. C'est clair. Et ensuite, effectivement, moi, je pense, si on parle de manière très pragmatique, convaincre un monteur, un producteur, trouver une salle de montage, etc. Ça, c'est pas... je veux dire, je pense que c'est à la portée beaucoup de gens. des réalisatrices, quoi. Ouais. Mais moi, en termes de distribution, très honnêtement, je ne sais pas de quoi on parle. À part mettre mon film sur Short Film Dépôt, je ne sais pas de quoi il s'agit. Et qui j'appelle, effectivement, comme dit Ramatu,
je perds quoi? Moi, en tant que réalisatrice, je vais envoyer un message à Tank, à Arte. Et puis Déjà, c'est mal vu. Qui est ton producteur? Qui est ton producteur? Voilà. Et puis, il y a la question de c'est mal vu. C'est-à-dire, Oui, en fait, c'est mal vu, c'est mal vu. totalement. Et c'est mal vu d'autoproduire et de se. C'est qu'on n'est même pas assez malin. Exactement. C'est ça, parce qu'il faut être malin. Par exemple, un de mes films autoproduits, Cicatrice, qui a été au Festival Musique et Cinéma de Marseille, quelque part, je me dis, on y a été parce que le compositeur, en fait, avait 2 autres films, etc. Ouais. Enfin, j'en viens à faire des maths comme ça, à me demander pourquoi je suis prise dans des festivals, alors que peut-être c'est juste parce que le film est bien, tu vois. Mais c'est juste que, par exemple, ces festivals de catégorie A, mais même pas en rêve, ils nous regardent d'un orteil, en fait. Donc, faut créer une catégorie, j'en sais rien, mais encore, c'est un peu dénaturé, je trouve. Enfin, dévaloriser un peu le projet, c'est-à-dire regarder les films d'école, là, indépendants, ou alors, effectivement, créer une soirée du cinéma indépendant sur une chaîne ou sur une plateforme. Sur une plateforme, c'est moins... Bon. En même temps, tu vois, compliqué. parce que là, on a commencé déjà en France et puis ça sera aussi ailleurs, mais à approcher en fait des plateformes, donc en France, déjà positionner sur le documentaire. Il y en a sûrement plus, mais au moins Tank, quand même assez bien positionné, et puis Society Plus qu'on a aussi contacté, qui est du groupe Sopra. Ouais. Voilà, après, il y a des en France, sur le documentaire, c'est vrai que c'est le service public qui est positionné, mais qu'il y a aussi des plateformes. Donc c'est France Télévisions, ça peut être TV5 Monde, je parle juste des Français, là, déjà, TV5 Monde, ça peut être Arte. Et si, déjà, ces diffuseurs-là, de programmes à la demande positionnés aussi sur le documentaire ou uniquement sur le documentaire, se disent, tiens, moi, ça m'intéresse. Parce que passer du temps en amont tout le temps, sachant qu'on a moins de budget, et aussi que ça prend beaucoup de temps de suivre en tant que chargé de programme tous ces budgets-là, enfin tous ces projets-là, etc. Si là, il y a une offre qui nous permet à la fois d'enrichir et de faire des propositions différentes à notre public qui aime le documentaire, ce qui est vrai, et qui aime ce langage-là, et qui a envie d'avoir des histoires qui se racontent un peu différemment, c'est quand même génial. 2, je m'associe à quelque chose qui est un peu contemporain, et donc je fais partie d'un endroit où on réfléchit à plusieurs, on essaie de trouver des solutions. Moi, je pense que l'année prochaine, on a des partenaires. Ce serait bien. Et toi, Sarah, tu fais des films de fiction et documentaire. Est-ce que tu as vu une différence dans la diffusion entre les... Enfin, est-ce que les fictions étaient beaucoup plus acceptées, c'était plus facile de les diffuser que... Non. Non. Alors, le truc, non. Il y a plein de choses, il y a plein de ponts entre les deux. Et en plus, moi, c'est vrai que je travaille sur des fictions qui sont, comment dirais-je, très inspirées du documentaire, que ce soit dans le fond ou dans la forme. La fiction, ça coûte plus cher que le documentaire, donc c'est d'autres problèmes qui ne sont pas du tout plus simples. Et le problème aujourd'hui de la distribution des films, et aujourd'hui, un film mal produit est un film qui n'existe pas. Un film de fiction autoproduit est un film qui existe pas, vraiment très très rarement, ou qui va aller dans des festivals, mais franchement pour atteindre les festivals de catégorie A, on rentre dans les mêmes problématiques parce qu'il y a un système de financement en France et ces films-là sont privilégiés quand ils ont eu le CNC, quand ils ont eu les régions, quand ils ont eu tout ça, quand ils ont des producteurs et j'en passe. Après il y a des moyens, il y a le Nikon Film Festival, il y a des moyens aujourd'hui de se faire remarquer et tout, certes, et tant mieux. Et il y a moyen de mettre son court-métrage sur YouTube si on a du réseau, si on a une communauté, bon. Voilà. Mais le fait est que les coûts de fabrication en fiction sont quand même, de manière générale, beaucoup plus chers. Donc les problèmes sont les mêmes, voire beaucoup plus grands. Mais encore une fois, moi j'ai accompagné un projet en copro qui s'appelle Nouveau Monde, alors qui est une fiction très inspirée du documentaire réalisé par Vincent Capello. On a tout fait en indépendant. Lui, il a fait son film, il a fabriqué son film en indépendant et franchement bravo à lui parce que ça a été vraiment un gros boulot sur le long cours. Nous, on a accompagné le film donc en prod avec les moyens qui étaient les nôtres, encore une fois. Et ensuite, on a réussi à sortir le film. Il y a eu plein de projets. Il y a eu quelques salles qui ont vraiment joué le jeu et donc on l'a distribué de manière indépendante aussi. Donc, mais ça t'a coûté quand même.
Ça prend beaucoup d'énergie, c'est épuisant pour le réalisateur aussi parce qu'en fait, du coup, le réalisateur, il n'est pas que réalisateur Oui. et que donc, son trajet est très long. Il faut toujours maintenir ce qu'on disait, l'énergie, l'enthousiasme parce que quand on mène une équipe avec toi, au bout d'un moment, au bout de 2 ans, ils en ont marre. Mais un film, il faut le faire circuler, il faut le défendre, il faut l'accompagner, il faut aller sur... Il faut l'accompagner dans les festivals, ça coûte de l'argent tout ça, les billets de train, les machins, les trucs... Enfin, donc, bravo à lui. En plus, le film est vraiment super. Mais je prenais cet exemple-là parce qu'on est vraiment sur un film de fiction avec une grosse facture documentaire qui a été fait de manière complètement indépendante. Et là, pour le coup, franchement, pour moi, c'est même combat. C'est tout aussi difficile, c'est pas plus simple. C'est la forme qui change. En fait, encore une fois, c'est la forme qui change. Après, moi, j'ai l'impression que je ferais toujours partie de ces gens qui vont dire à des jeunes, quand ils ont envie de faire un film, fais le film. Qu'est-ce que tu as à dire? D'abord, c'est quoi le fond? La forme, dans un premier temps, on peut le faire. Aujourd'hui, effectivement, et encore une fois, et c'est pas pour vulgariser, mais on peut le faire avec un iPhone quand on a vraiment quelque chose à dire. Et d'ailleurs, on a pu voir dans les documentaires qui ont été diffusés un doc hyper intéressant qui a été fait, je crois, avec un téléphone portable. Qui était vachement malin, où le regard, le point de vue était vraiment pertinent. Le film Elfie. Ouais. Donc, le fond, ensuite la forme. Fiction, documentaire, pour moi, c'est pas hyper différent. C'est juste que le documentaire, je pense, est encore un peu plus méprisé que la fiction. Oui. J'ai l'impression, quoi. Enfin, méprisé, je sais pas, mais Oui, rapporte moins d'argent, du coup. Non, mais mais moi, j'ai jamais compris pourquoi, d'ailleurs. Parce que moi, je trouve que... Enfin, je fais de la fiction et du documentaire aussi, et je trouve que c'est beaucoup plus difficile de faire du documentaire que de la fiction. Oui. Parce que le documentaire, donc, on a une idée, on va en repérage, on prend des notes, on écrit le scénario, on revient, ce n'est jamais pareil. Oui. On doit à chaque fois, à chaque seconde, recommencer. Alors que la fiction, on écrit ses scènes, enfin, tout est écrit, on peut changer de temps en temps, parce que tout le monde n'est pas Godard qui change à chaque seconde et qui réussit quand même ses films. Et voilà. Et donc, j'ai jamais compris pourquoi ce mépris. Oui, c'est une forme de mépris, voilà. Et d'ailleurs, il y en a qui considèrent, enfin, il faut toujours qu'on dise, mais c'est aussi un film. Parce qu'il y en a qui considèrent que c'est pas un film. Le geste de cinéma, la différence entre le reportage. Oui, mais d'ailleurs, la fiction emprunte beaucoup au documentaire aujourd'hui, parce que la fiction du réel, il faut que ça soit très inspiré d'eux. Moi, je sais. Non, je pense. Non, pardon, mais je pense juste de l'audience, notamment sur le numérique. Enfin, ce qui est remarquable, c'est l'envie de sincérité, c'est l'envie de légitimité, c'est l'envie d'histoire vraie, etc. Et du coup, peut-être c'est le mot documentaire qui est un peu, je sais pas, peut-être perçu comme snob et en tout cas moins à la mode que la fiction. Mais en tout cas, enfin, très honnêtement, quand tu regardes ce qui est vu aujourd'hui sur la plateforme YouTube, le documentaire, c'est comme ça. Ça fait partie des plus grosses audiences de ce qui est mis, même historiquement, de programmes de télévision qui sont diffusés. Mais encore faut-il savoir où les chercher sur YouTube. Parce que, oui, bien sûr. Non, mais que ça, je dis YouTube au sens de l'appétence d'une audience. Bien sûr. Voilà, toi au sens un peu large, qui a envie d'histoire du réel, qui a envie de sincérité, qui a envie de terrain, qui a envie, tu vois. Et donc, très honnêtement, et d'ailleurs même les documentaires sur les chaînes France Télévisions, Arte et autres font quand même vraiment beaucoup d'audience. Enfin, il y a quand même un vrai appétit pour le documentaire. Donc, il est peut-être moins à la mode que la fiction. Comme en France, tout le monde rêve de faire du cinéma, personne ne rêve vraiment de faire de la télé. Bon, enfin, toi, c'est une espèce de truc. Parce qu'il y a un truc, il y a beaucoup de snobisme aussi. Hein. Oui. Enfin, il y a énormément de snobisme en France, même si j'ai quand même l'impression qu'il y a beaucoup plus de porosité aujourd'hui entre la télé, le cinéma. Enfin, je sais, encore une fois, moi, le snobisme, c'est un truc qui me gonfle un peu dans ce métier, parce que quand tu fais une œuvre, il faut qu'elle soit vue, quoi. Bah, oui. Enfin, genre, on fait c'est comme un comédien qui on va reprocher. C'est un métier, quoi. Donc, il faut aussi bouffer. Et c'est comme un comédien qui on va reprocher d'aller faire une quotidienne. Ça ne fait aucun sens, quoi. Pour être comédien, il faut travailler. Et vous travaillez en tant que comédien. Et des fois, pour ce faire, et ben voilà, on fait une quotidienne. Les quotidiennes, ça marche. C'est vu par plein de gens. Et si c'est vu par plein de gens, c'est que ça touche les gens. Et mépriser ça, c'est mépriser une partie des gens, quoi. Et c'est vrai que ça commence aussi par là, quoi. Et c'est... Qu'est-ce que tu veux dire quand tu dis qu'il y a beaucoup de snobisme par rapport entre la fiction et le documentaire? De manière générale, entre la fiction, le documentaire, la télé, le cinéma, enfin, tu vois, il y a des cases, en fait. Et pour moi, alors qu'il n'y a que des ponts, ça réduit quand même beaucoup les opportunités. Il y a du documentaire fiction, il y a de la fiction documentaire, il y a que du documentaire, que de la fiction. On fait le même métier, quoi.
Ce qui change, c'est encore une fois, c'est la forme, mais on fait les mêmes métiers. Et donc, il faut aussi considérer ça et se dire, et ne pas... voilà. Et c'est en ça que je trouve que par moments, il y a un peu de... C'est assez français, hein, le snobisme, on l'est tous. Hein, et j'imagine que moi aussi, je le suis à ma manière. Hein. Mais voilà, il y a des choses un peu... Il faut faire des pas de côté, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Il faut réinventer le modèle en permanence. Et c'est ça qui est super aussi avec le projet de Anna, c'est que d'un coup, il y a une proposition de réinventer un modèle, trouver ensemble le bon modèle et qui sera remis en question, en fait, je pense, à chaque année. Enfin voilà, parce qu'on fait des erreurs, comme on fait plus... Enfin voilà. Et garder vraiment cette idée de dimension internationale. Oui. L'idée pour l'année prochaine, c'est de trouver un curator, je sais pas comment dire en français, curator, par pays, de femme curatrice, on va dire ça comme ça, par pays, et donc de pouvoir quand même brasser assez large, parce que nous on a fait des appels à projets, mais sur nos comptes Instagram, donc autant vous dire qu'on n'est pas Ariana Grande, donc on a reçu des choses de nos réseaux, mais je pense qu'on aurait pu recevoir encore plus de candidatures si justement voilà, on avait comme ça des passerelles avec des pays et des gens qui se chargent de ça, quoi, en fait, qui nous disent, voilà, nous, on va chercher des films dans nos pays, on vous en envoie, et là, on fait un gros travail de tri. Et puis, politiquement, je pense aussi que enfin, c'est un engagement politique, c'est un peu aussi chercher à sortir de la pensée unique qui est en train de nous asphyxier tous dans le monde, d'ailleurs. Mobiliser des gens très différents. Enfin, là, toutes les femmes qui sont ici, c'est des femmes avec qui j'ai des histoires personnelles, je veux dire, qui m'ont rencontrée... J'avais même pas 20 ans. Bon, Ramatou, elle connaît mon père. J'ai filmé sa fille. J'ai écrit des projets avec Sarah. J'ai rencontré Claire, j'avais 22 ans, avec un petit CV. Enfin, je veux dire, voilà, Et puis par hasard, parce qu'on se connaissait pas. Moi, c'est la première fois que je te vois, c'était à la soirée. Oui, c'est vrai, c'est vrai. On ne se connaissait pas, vraiment par hasard. Mais sa fille est réalisatrice et j'ai filmé sa fille il y a des années. Je savais pas qu'elle se connaissait. Je savais pas qu'elle se connaissait. Donc l'idée, c'est quand même de mobiliser c'est comme une petite famille et des gens qui ont envie avec une vision, chacune une vision différente aussi. Et puis des femmes débrouillardes, quoi. Enfin, je veux dire, là, c'est toutes les femmes du projet, c'est des femmes qui se débrouillent, quoi. Enfin... voilà. Et tu disais aussi que Média Session voulait un peu lever le voile de l'hypocrisie sur le format court. Comme tu disais, c'est encore plus dur que les longs métrages à diffuser ou à distribuer. Et que c'est pour ça aussi que Média existait avec les courts, documentaires, courts, autoproduits. Enfin, c'est ces trois choses-là qui sont compliquées, quoi. Et puis, les courts-métrages, en fait, c'est des belles cartes de visite. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas trop chiant à regarder, pardon. Non, mais je veux dire, voilà, en tant que producteur, par exemple, ou productrice, on reçoit des films. Franchement, je mets ma main coupée. Un producteur qui reçoit un film de 44 minutes en disant « Coucou, je l'ai autoproduit, qu'est-ce que t'en penses ?» Tu peux être sûr qu'il ne regarde pas. Alors que si c'est un film de 12 minutes, tu vois, non mais c'est sûr. Mais c'est comme lire un scénario. Oui, t'attends 6 mois alors que... ça coûte, quoi, tu vois. Et alors que tu vois, le film, il fait quoi? Allez, entre 5 et 12 minutes. Tu as 3 lignes de pitch un peu bien senties, que tu peux vraiment bien taffer, c'est ça le plus important. Tu sais que là, déjà, tu as plus de chances. Mais tu vois, si on rebondit sur, par exemple, la nouvelle stratégie de France Télévisions qui dit streaming first, bon, moi j'aurais dit content first et puis streaming après, mais voilà, streaming first, ça veut quand même dire que, a priori, si on vient vers eux avec un 25 minutes, un 13 minutes, un 5 minutes et un 51 minutes, minutes, bah, il devrait être OK, en fait. Parce qu'il n'y a plus de cases là-dessus. En fait, combien de fois on a regardé des dogs de 52 en disant, là, ça commence à être un peu lourd. Et puis 90, bon, parfois, c'est juste dingue. On est sur une histoire embarquée, machin. Parfois, on se dit, putain, ça a un peu tiré le truc. Il aurait fait 30 minutes, c'était bien. J'apprenais l'essentiel. Tu vois, c'est OK, quoi. Voilà. C'est vrai. Bon. Et donc, il y a aussi une opportunité qui est là, enfin c'est comme tu disais, parce que c'est le plus important, c'est la pensée, c'est des histoires qu'on peut raconter, faire ouvrir les esprits aux gens. S'ils lisent moins, il faut bien qu'il y ait un relais là-dessus, sinon ça va être compliqué de s'inventer des histoires et de sortir de son ghetto personnel, là pour le coup. Et puis le deuxième truc, c'est l'argent. Il y a une telle profusion de contenu, qu'est-ce qui est rare aujourd'hui? Mais c'est tellement plus rare qu'il y a moins d'argent, il y a moins de pubs. Il y a les chaînes de services publics vont faire face à des déficits
en tout cas, et moins d'argent de la part de l'État, des États qui eux-mêmes sont endettés. Or, le modèle européen autour des services publics, c'est resté très important en France aussi, pas que. Et là, il faut trouver des solutions, en fait. Et les solutions, elles sont... là, on voit bien, il y a celles qui ont du courage, il y a de l'enthousiasme, il y a tous ceux qui peuvent... une espèce de chaîne d'un peu de solidarité, quoi. Et puis, il y a l'argent. Quel argent? Comment aller le chercher? Peut-être moins d'argent, parce que ce serait moins long, donc peut-être un peu moins cher à produire. Enfin, tout ça, c'est le chemin de un peu, qu'est-ce qui peut être vertueux à trouver des modèles un peu différents qui fassent aussi qu'on reprenne un peu du plaisir ensemble. Et s'adapter. Et plus que jamais, aujourd'hui, le documentaire, c'est aussi un outil d'engagement. Je crois qu'on peut dire que voilà, on va avoir besoin de support filmique aujourd'hui pour défendre des points de vue, des engagements politiques, sociaux, enfin voilà. Et c'est aussi ça que permet le documentaire parce que c'est hyper ancré dans le réel par définition. Et donc, voilà, réinventer, re-questionner, retrouver des modèles différents selon, et pas se dire, bon bah voilà, c'est ça, bah, c'est soit ça, soit ça va être compliqué de le diffuser. Enfin voilà, souvent, tu sais aussi cette espèce de truc où tu te dis, bon bah ça pourrait aller là, sinon, bah si ça va nulle part, désolé, je pourrais pas t'accompagner. Voilà. C'est en ça aussi que je pense que l'État doit s'engager. Il faut vraiment qu'on trouve une solution parce que d'abord, les frais de distribution sont onéreux. Oui. Et le cinéma, je pense, je peux dire, c'est le seul art qu'on paye avant d'avoir vu. Voilà. Quand on veut acheter un tableau, c'est vrai. On va acheter un tableau, on voit le tableau, ça. il nous plaît, on le prend. Le livre, on l'achète, voilà, parce qu'il plaît. Mais le cinéma, ben, on doit payer, et beaucoup, Oui, c'est vrai. avant de l'avoir vu. Donc, c'est pour ça que c'est important, pour cette exception culturelle aussi, que les États s'engagent aussi, que les gouvernements, les pays, le ministère de la Culture, pour cette particularité qui est le court-métrage de femmes et le court-métrage de femmes indépendantes qui apportent d'autres regards dont la population a besoin de nourriture. Hein? De se nourrir. Non, mais c'est vrai aussi qu'il y a plein de pays où la parole est quand même pas évidente. Enfin, encore plus quand on est une plus femme. du tout démocratiques. Donc tous ces gestes en plus dans ces pays-là, particulièrement aussi en Afrique, mais juste tu te dis, mais c'est encore plus de courage en fait, c'est encore plus d'envie, c'est encore plus que ça existe et que ça dise que ça raconte des sortes de sociétés qui pourraient être bridées, en tout cas qui ne pourraient pas être financées ou comme le film séoudien, voire qui sont en risque, quoi. Comme le court-métrage séoudien qui a été projeté. Voilà. C'est rare de voir des films séoudiens. Je ne savais même pas qu'il y avait des films. Je savais qu'il y avait des festivals. Mother Eve. Parce que comme il y a des choses que l'islam interdit quand même, voilà. Je crois que l'islam n'interdit pas de films. C'est un des premiers films qu'on a reçus. C'est même, je crois, le premier film qu'on a reçu de tout l'appel à projet. Et ça m'a vraiment donné envie de... C'est ça qui m'a encore plus donné envie de continuer. Parce que j'ai vu ça, j'ai fait, mais waouh, son film, il est incroyable, quoi. Et donc, du coup, Média Session a reçu 100 films, c'est ça? Un peu plus de 100 films. Et donc, il y en a 5 courts-métrages qui ont été sélectionnés. Il y a eu 18 présélections. Voilà, 18 présélections. En fait, on se trouvait ça un peu dommage de passer d'une centaine à 5. C'était un peu raide, je trouve. Violent. Et donc, on en a présélectionné 18 et sélectionné 5 pour la projection. Et l'idée, c'est qu'on voudrait faire des rencontres entre productrices, producteurs et réalisatrices avec des projets en cours. Donc, une page de pitch, vraiment une feuille A4, pas plus, par pitié. Et du coup, et faire des rencontres comme ça où il y a plusieurs producteurs, ou productrices, et des réalisatrices qui viennent. Et ces réalisatrices présélectionnées, du coup, elles sont d'office, en fait, présélectionnées, sélectionnées pour ces ateliers. Voilà. Donc, il y en a eu 5. Il y a eu Nimika Frumos, je ne sais pas si je me trompe. C'est ça. De Vanessa Gounesh, Mother Eve dont on parlait, de Lama Jamjoum. Il y a eu Yasmine, Delphi Mahé, When the Clouds Sort of Dissipate, d'Éléonore Michelobrun et Guguta, d'Anita Volker. Du coup, c'est lesquels de courts-métrages que vous accompagnez en tant que mentor? Alors, ils accompagnent des réalisatrices. Les réalisatrices, les réalisatrices, excusez-moi. Oui. Moi, j'ai accompagné Léonore sur une histoire d'amour entre un Israélien et un Palestinien et une Israélienne. Ouais, c'est très poétique. Il y a beaucoup de fond. Il y a un parti pris filmique hyper radical qui est hyper intéressant.
Et donc voilà, j'ai eu l'occasion lors de la soirée de discuter avec Éléonore et maintenant voilà, va suivre tout le programme de mentorat, de transmission. Et je pars du principe que j'espère que j'ai des choses à lui transmettre. Je pense qu'elle a aussi plein de choses à me transmettre. Et c'est ça qui est aussi hyper intéressant, quoi. C'est que, en fait, ça va dans les deux sens. C'est une discussion qui va se créer autour d'une œuvre qui est la sienne. Et après, voilà, comment on transforme, comment moi je peux lui donner les bons outils, comment je peux rebondir, comment, voilà. Et de toute façon, ce qui était assez génial, c'est que tous les courts-métrages documentaires qu'on a vus étaient hyper singuliers. Et ça, il y avait une grande richesse de propositions. Et voilà, c'est une vraie chance. Enfin, moi, j'estime que c'est une chance aussi. Pour moi, je ne sais pas si j'ai la légitimité de pouvoir être son mentor, mais en tout cas, je pense que je peux lui transmettre parce que j'ai peut-être un peu plus d'expérience. Mais voilà, je me dis que ça va être de la même manière, elle va me transmettre. On a tous à apprendre des uns des autres et de nos expériences respectives. Donc, moi, je suis très fière d'accompagner ce projet, en tout cas. Super. Et toi, Ramatouz, c'est quelle réalisatrice que tu as? Alors, c'est le film saoudien. Oui, donc c'est Mother Eve. Oui, c'est Mother Eve. Et alors, elle raconte l'histoire d'une Éthiopienne qui est née en Arabie Saoudite. Donc, il y a toute l'histoire des migrations déjà, en pointillé, parce qu'il y a pas mal d'Éthiopiennes, surtout des femmes qui viennent travailler en Arabie Saoudite, où en général elles sont maltraitées d'ailleurs. Et elle est même née là-bas. Donc c'est une migration des gens qui sont nés là-bas. Alors, en plus, elle est musulmane, sauf que les Éthiopiens sont des chrétiens en général. C'est les premiers chrétiens, ça on ne le sait pas. Enfin, ils se disputent la primauté avec les Arméniens. Mais les Éthiopiens disent quand même Jérusalem est plus près d'ici que l'Arménie. C'est vrai. Et il y a une ville en Éthiopie qui s'appelle Nazareth. Voilà, donc c'est les premiers chrétiens. Et donc c'est curieux de voir une Éthiopienne qui est musulmane. Donc je lui demande si elle s'est islamisée, quand ils viennent là, ils s'islamisent ou pas en Éthiopie pour s'intégrer, quoi. Et donc c'est l'histoire d'une femme une jeune femme dont la mère est morte et qui se retrouve tout de suite maman de tous les petits frères et tout, et qui a tout organisé, travaillé, et en même temps avec ce rêve de repartir dans son pays d'origine où elle n'est pas née. Mais leur père est retourné dans leur pays. Donc il y a beaucoup de choses et culturelles et religieuses et familiales et intimes en même temps dans le film. Et elle travaille comme clown aussi en Arabie Saoudite. Oui, c'est vraiment et voilà. Elle du travaille comme court-métrage, clown, oui, en Arabie. Elle a trouvé ce boulot-là. Et oui, il y a beaucoup de choses dans le film. Et donc, oui, pareil, je ne sais pas si j'ai le mérite de l'accompagner. En tout cas, c'est une rencontre intéressante. En plus, elle est venue, je l'ai vue à la projection, elle est venue que pour ça. La façon dont ces jeunes femmes se sont engagées dans les films, parce qu'arriver à faire un court-métrage, c'est difficile aussi. Le premier court-métrage, dans des pays où l'Arabie Saoudite, où il n'y a peut-être pas tout ce qu'il faut, tout ce qui est organisé pour le faire, et de se débrouiller pour venir jusqu'à Paris pour la première projection de son film. C'est super. C'est très joli, quoi. Puis c'est un court-métrage qui mélange humour, émotion aussi, avec les enfants, le petit garçon qui est hyper drôle, qui est hyper joyeux. Humour, émotion et tragédie. Parce qu'il y a une tragédie dans l'histoire. Et puis l'extrême précarité économique dans laquelle la famille vit. Enfin voilà. Et toi, Claire? Alors moi, c'est le film de tous le plus léger. Donc c'est Anita Volker. C'est Guguta. Et donc qui est donc elle déjà elle a été longtemps infirmière. Et puis elle faisait aussi beaucoup de photos. Et puis elle a eu elle a vécu un drame familial qui lui a fait décider d'arrêter son métier et de rentrer dans le monde de la réalisation en étant entourée. Donc elle est toujours avec deux autres personnes, une chef-op et puis une autre amie avec laquelle elle part tourner. Et donc elle a déjà fait 1, 2 films, elle a toujours autoproduit ce qu'elle faisait. Super.
Et là, l'histoire, elle se passe en Moldavie, où elles sont parties tourner un film intergénérationnel, grand-mère, mère, petite-fille, les 2 dernières, parce qu'il n'y a plus de travail, il n'y a pas beaucoup de travail en Moldavie, ils vont probablement partir en Suède, donc elles filment. Et puis, il se trouve qu'elles sont hébergées chez une dame qui raconte cette histoire. C'est un conte de Wuta, qui est une espèce de petit personnage qui, au fur et à mesure qu'il fait du bien, une espèce de grand chapeau qui s'élargit. Tout le monde peut venir s'abriter sous ce chapeau-là. D'ailleurs, dans d'autres religions, on la voit, sur lesquelles les enfants viennent s'abriter à côté du papa, par exemple. Et donc, cette dame, chaque date anniversaire de cette histoire, elle fait des gâteaux. Et ces gâteaux, donc on la voit cuisiner, c'est crêpes. Donc des crêpes, elle met des grosses, plein de cerises rouges là comme ça. Donc elle rentoure sa crêpe de là, elle pose ses crêpes, couche de crème et elle recommence l'opération. Le gâteau empilé de crêpes, il est gros, je sais pas comme ça à peu près. Et ensuite elle le divise en 2 et puis là on sent qu'elle va partager son gâteau avec je sais pas trop qui. Enfin moi je pensais que c'était son mari qui était dans le jardin, mais apparemment c'était juste un jardinier. Et donc voilà, et donc c'est très, alors c'est très la photo est très belle, là pour le coup, on est très posé, on voit qu'elle a un vrai sens de la photo, c'est beaucoup moins monté, etc., c'est plus posé, etc. Mais cette histoire est comme un conte, un léger conte, et puis du coup je l'ai rencontrée, on s'est retrouvés un après-midi au Palais Royal, et puis on s'est raconté plein d'histoires, elle m'a raconté aussi ses autres films, et voilà, et donc moi mon rôle de mentor, d'abord je suis comme vous, je trouve que c'est une super rencontre. Donc merci Anna. Et puis 2, elle a ces projets en cours qui seront probablement pas du tout. Enfin, que moi, en tant que productrice, je ne me sentirais pas légitime de le faire. Donc, on va voir comment je peux l'aider, lui présenter d'autres producteurs, etc. Et puis, il y en a un ou 2 qu'elle m'a pitché, notamment un autour d'un pigeon. Ok. Pas mal. Les pigeons à la française. Mais voilà, qui se passe dans le Lot. Et je me suis dit, tiens, toi, non, d'ailleurs, pardon, c'est dans le Nord, cette histoire. Elle habite à Villeneuve-sur-Lot, mais c'est dans le Nord, cette histoire. Et je me suis dit, tiens, ça, j'aimerais bien le lire. Voilà. Donc elle va m'envoyer ses projets. Et pour terminer, qu'est-ce qu'on peut souhaiter à Médéa Session pour la suite? C'est moi qui t'ai dit. Qui veut répondre? Non, mais qu'on continue d'exister, qu'on grossisse, qu'on rencontre plein de curatrices de plein d'autres pays. Voilà, on a plusieurs projets déjà cette année. Faut qu'on voit un peu comment faire ça, parce qu'on a tous des métiers à côté. Bien sûr. Et voilà. Mais ce qu'on pourrait souhaiter à Médéa, c'est de trouver un partenaire, un mécène, c'est d'avoir des bureaux. C'est de durer. C'est de durer, ouais. Oui, parce que c'est dans la durée que ça. C'est dans la durée, ouais. Merci beaucoup à et du toutes. succès. Et du succès. Merci beaucoup à toutes. Merci à toi.